Bonjour à tous, bienvenue dans ce Doers to Doers. Bonjour à la salle en vrai et bonjour à la salle en ligne également. Donc, vous connaissez le principe des Doers to Doers ou alors vous venez de nous rejoindre. C'est vous qui faites la conférence. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important. On va parler de la stratégie politique d'une boîte. On va parler du plaidoyer. On utilise aussi le terme de plaidoyer politique, de stratégie d'influence. Tout un truc qui, en fait, d'après ce que j'ai compris en vous parlant, c'est pas forcément quelque chose qui est connu de tout le monde. Donc, bienvenue à tous dans cette conférence. Si vous êtes venus, c'est parce que le titre vous a parlé, c'est parce que vous avez des enjeux politiques. Donc, je vais prendre 2-3 questions dans la salle maintenant. Et je vais aussi prendre des questions en ligne. J'ai mon ordinateur ici, donc vraiment n'hésitez pas à me parler. Je ne peux pas forcément répondre, mais je vous vois, je vous entends. Et je vais vous poser aussi vos questions à nos intervenants. Quelles sont aujourd'hui vos problématiques politiques? N'hésitez pas à partager dans le chat quelle est votre boîte, quel est votre enjeu aujourd'hui et pourquoi vous êtes venu à cette conférence ici. Et moi, mon rôle aujourd'hui dans ce Doers to Doers, ça va être de poser toutes vos questions à nos deux experts que j'ai réussi à bloquer pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, ils vont être obligés de répondre à toutes les questions qu'on a sur la stratégie politique que peut avoir une boîte. Donc déjà, dans un premier temps, bonjour Justine. Justine, tu es CEO de Roomba qui maintenant s'appelle Public Studio. Public Studio. Exactement. Donc pour faire en 2 mots, nous, notre but, c'est de valoriser le patrimoine public, donc patrimoine des communes, de diverses façons. Et donc j'ai été forcément amenée à m'interroger sur comment avoir une vraie stratégie politique pour avoir des clients. Super, voilà. Trop bien. Et Baptiste? Eh bien, Baptiste Fournier, fondateur de Virtus Influence. Merci pour l'invitation. Où, comme son nom l'indique, on essaye de faire de l'influence de manière globale, c'est-à-dire autour aussi bien de la communication que des affaires publiques, que de l'intelligence économique. Ce sont les 3 verticales qui nous permettent justement d'essayer d'établir des stratégies, qu'il s'agisse de clients comme des startups, des institutions ou des grandes boîtes, d'influence auprès des pouvoirs publics en faveur du développement de la stratégie du client. J'ai hâte d'en savoir plus sur un petit peu ce que ça veut dire, etc. Pour l'instant, moi, j'ai envie de vous poser une question à vous dans la salle. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui peut me dire quelle est votre boîte et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? C'est quoi vos enjeux politiques à vous? Yes. Attends, je vais me lever pour te laisser la parole. Bonjour à tous et bonjour à tous les deux, on se connaît un peu. Donc moi je suis Arthur Alba, je suis le cofondateur de Streetco. Streetco en 2 mots, c'est un Waze piéton au service des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Donc on est une application qui indique des itinéraires adaptés à la mobilité de l'utilisateur, notamment pour les personnes en situation de handicap. Et justement, on a un sujet qui est extrêmement social mais aussi extrêmement politique et on se rend compte qu'on a du mal à le faire percer, on a du mal à convaincre les élus et les décideurs politiques. Et c'est aussi pour ça que moi je suis venu là, comment convaincre les décideurs et toutes les collectivités de prendre un peu plus le sujet en main. Ok, merci. C'est super intéressant ce que tu as dit, parce qu'il y a les élus, mais il y a aussi les collectivités. En fait, il y a plein d'acteurs publics et on peut s'y perdre un petit peu, assez facilement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de présenter sa boîte et ses enjeux avant qu'on commence? Yes. Donc Adrien, désolé, je suis en retard. Alors moi, je suis Adrien, je suis le fondateur de Adapt. Adapt, c'est la météo de l'électricité, qui en fait vient indiquer quand est-ce que l'électricité est la moins polluante. Et en fait, c'est un outil qui permet de réduire les émissions de CO2, de la consommation d'énergie, et donc du coup de lutter contre le changement climatique. Et nous, notre souci, c'est qu'en fait, on est sur un secteur qui est quand même globalement public. Enfin, dans le monde en général, l'énergie, c'est un secteur qui est régalien, avec beaucoup d'entreprises en situation de monopole. Et voilà. Et du coup, on a une certaine difficulté à montrer notre valeur par rapport à ces entreprises qui existent depuis des décennies, mais qui ne sont pas forcément toutes prêtes à prendre le virage de la transition énergétique. Tu vends à qui? C'est qui tes clients? C'est les collectivités, c'est les ministères? On est en B2B2C. En fait, l'application elle est gratuite pour tout le monde, pour les consommateurs d'énergie. Et l'idée, c'est qu'on puisse valoriser en fait, ces services, comme on rend un service au réseau électrique et aussi à la planète par ailleurs, qu'on puisse effectivement le commercialiser et convaincre en fait on va dire les entreprises du secteur électrique qui sont en grande partie publiques ou qui ont un pied dans le public.
Trop cool, merci beaucoup. Je sais aussi que dans l'audience, on a des personnes qui viennent du secteur de la mode, d'autres personnes qui viennent du secteur de la food et de la santé, qui ont en fait des enjeux de réglementation, mais il y a aussi beaucoup des enjeux en fait d'associations consommateurs, etc. Est-ce que Baptiste, tu pourrais essayer de nous résumer rapidement c'est quoi tous les acteurs publics, comment est-ce qu'on approche en fait ce sujet-là? Il est hyper vaste d'après ce que j'entends là. Comme tu viens de le souligner, il y a une grande hétérogénéité des décideurs publics. Ça va du niveau étatique, donc là on va parler des ministères centralisés, jusqu'à l'échelon le plus fin qui est la mairie. Entre la mairie et le ministère, on a tout un tas d'échelons qui vont être les départements, les régions. Ça peut passer aussi parfois par la préfecture. Et dans ce cadre-là, ce qu'il faut déjà observer dans un premier temps, c'est le ciblage des acteurs auxquels on veut s'adresser. Des fois, il peut être plus efficace d'aller directement auprès des décideurs publics locaux, les exécutifs des collectivités, en fonction de leurs compétences. Donc, le premier sujet, de mon point de vue, en fonction de votre domaine de compétences, justement, c'est de regarder quelle est l'échelle compétente en face pour savoir comment le mieux cibler. Sachant que dans tous les cas, quel que soit le niveau de collectivité ou quel que soit l'enjeu national, on a des acteurs qui vont doublonner un peu leurs compétences. Je prends ne serait-ce que l'urbanisme, par exemple. Aujourd'hui, sur l'urbanisme, la mairie est compétente, l'interco est compétente, mais à la fin des fins, vous pouvez aussi avoir le ministère des collectivités qui va intervenir sur d'éventuelles réformes au cours du quinquennat. Savoir ensuite si votre sujet est un sujet qui dépend du légal, du réglementaire ou tout simplement de la notoriété. Donc, encore une fois, le but, dans un premier temps, c'est de défricher votre sujet pour voir auprès de qui, en premier lieu, il s'agit de communiquer. Merci Baptiste. Justine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, comment tu t'y es pris? En fait, quand tu as lancé ta boîte, mais tu as aussi lancé une fédération, mais ça, c'était plus tard. Quel était de juste avoir zéro encore approche politique à lancer une fédération en fait qui est proche de ta cible, qui est proche des personnes auprès de qui tu vas résoudre tout un tas de problèmes. Comment ça est-ce que tu peux un peu nous faire un petit chemin de ton parcours jusqu'ici? En fait, au début, j'avais une approche commerciale très classique Donc moi, en fait, le but, c'était de vendre à des mairies. Et donc, je considérais la mairie comme un client classique en B2B ou autre. Et il s'est avéré qu'avec le temps, on se rend compte que pas du tout. Notamment la complexité qu'on va avoir dans les mairies, parce qu'il y a trouvé du coup à qui on s'adresse, mais il y a aussi au sein de l'institution en elle-même à qui on va du coup vendre notre solution, ou du moins qui va évangéliser un peu ce qu'on fait, pour trouver en fait un vrai allié qui va là aller prendre le sujet et au sein de sa commune prendre son bâton de pèlerin et du coup parler de nous, etc. En fait, on s'est rendu compte qu'on a fait beaucoup de tests. Au début, on se disait, est-ce qu'on parle à la branche communication? Est-ce qu'on parle à la branche qui s'occupe de la partie informatique, etc. Et déjà, on a une vraie complexité. Ça a été très long de trouver le bon contact au sein de la mairie pour s'occuper de nos sujets, parce qu'on se rend compte que tous les contacts, en fait, peuvent potentiellement, à un moment donné, être touchés par le produit qu'on vendait. Et donc déjà, il y a eu toute cette approche de tester, d'aller voir des gens, de comprendre. Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, pour Roomba, on s'est dit qu'on allait être en mode test et surtout avoir des utilisateurs qui allaient nous dire moi, je fais ça au sein de ma commune, je le fais de telle façon, etc. Et donc, on a créé un peu un club d'utilisateurs pour comprendre en fait comment évangéliser au sein d'une commune pour avoir une stratégie commerciale beaucoup plus intrusive pour aller beaucoup plus vite. Donc déjà, la première chose, c'est de comprendre dans l'organigramme de la mairie ou autre, je prends l'exemple de mairie, mais qui déjà ciblé pour pas perdre de temps à passer par la secrétaire de mairie, puis je sais pas, le DGS, mais en fait c'est pas lui, au final c'est l'adjoint au maire, etc. Déjà comprendre est-ce que vous allez vous attaquer à une cible qui est plutôt administrative, donc qui reste tout le temps, ou plutôt une cible qui va être plutôt politique et donc qui va rester un certain temps, mais qui va avoir du coup des enjeux différents.
Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Soit on a des enjeux terrain et on a des personnes qui sont plus près du terrain, soit on a des personnes qui vont être politiques et à qui on va parler de notoriété, de réélection, et ce qu'on va pouvoir lui apporter dans le cadre de son mandat. Qu'est-ce qu'on peut apporter à quelqu'un quelles sont les choses qu'on peut leur apporter et quelles sont les choses qu'on peut revendiquer? Et ben encore une fois, ça dépend de la cible. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que... mais du coup, tu compléteras et tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord, mais on pourra en discuter. C'est qu'en fait, en fonction de la cible que vous avez, mais ça, c'est comme tout client, il y a des intérêts différents. Donc, si vous êtes, par exemple, on va dire, si vous parlez à un maire, lui, l'intérêt, ça va être de faire rayonner sa commune, d'avoir de l'attractivité, de mettre en place des choses nouvelles qui vont faire qu'il va marquer les esprits et que potentiellement, ça va lui permettre d'être élu ou ça va lui permettre de marquer les esprits. Si vous êtes sur une cible qui va plutôt être sur le terrain, ou qui va du coup être au plus près des usagers ou des citoyens, lui va avoir à cœur de qu'est-ce que vous apportez pour le citoyen et qu'est-ce qui va faire que son travail aussi au quotidien va être plus simple. Donc il faut aussi cibler les objectifs et les attentes par cible. C'est très important. Et du coup, on adapte son discours commercial en fonction de ce qu'on apporte. Parce que le but, c'est de leur dire, voilà, vous, votre objectif, c'est ça, je vais vous aider à l'atteindre de telle façon. Ça me fait penser à quelque chose que tu m'avais dit, Baptiste, quand on préparait la réunion, c'est qu'il faut comprendre qu'en fait, il faut parler... Là, on est dans une situation où on doit penser l'impact de sa start-up au-delà de l'impact économique, mais vraiment, en fait, il faut penser intérêt de la nation, intérêt citoyen. Oui, après ça dépend encore une fois du secteur économique dans lequel on évolue. Pour abonder dans le sens de Justine, on a un sujet déjà, si c'est les collectivités, qui concerne réellement justement ce ciblage et la sensibilisation. Entre l'administratif et le politique, il y a un monde d'écart. Et entre le politique et l'économique, il y a aussi parfois un monde d'écart. Un monde d'écart sur la temporalité notamment et la mise en œuvre de solutions. Aujourd'hui, si on prend le secteur de la GovTech, on sait que dans les collectivités, il y a un peu une absence d'acculturation sur les sujets du numérique. Absence d'acculturation, pourquoi? Parce que généralement, on ne va pas avoir de directeur ou d'élus dédiés au numérique, à part dans les grosses collectivités. Je vous rappelle qu'il y a 36 000 communes dans ce pays et que sur ces 36 000 communes, en gros, 2/3, voire 3/4 des collectivités sont de moins de 10 000 habitants. Donc avec des moyens, en termes de ressources humaines, moins importants que dans les communes de la strate, on parle de strate, supérieure à 10 000. Dans ce cadre-là, il y a un travail de sensibilisation qui est effectué en ce moment, par exemple, par Gouvernail, que Justine a fondé et confondé avec d'autres, qui est de se dire que les agents qui sont aujourd'hui dédiés au numérique dans les territoires doivent demain devenir des agents carrément rattachés aux collectivités, certainement à la maille la plus efficace, qui est, de mon point de vue, l'intercommunalité. Ça, c'est pour les collectivités. Et encore une fois, je le rappelle et je le répète, les collectivités, là je vous parle des mairies, services administratifs et services politiques, mais dans les départements c'est le même sujet, dans les régions c'est le même sujet, et si on pousse même à l'échelle du ministère, c'est aussi le même sujet. Il y a des administrations centrales rattachées au ministère, et dans les ministères, vous avez le ministre, son cabinet, là on est dans une fonction plutôt exécutive, mais ils sont aussi rattachés à des administrations avec un directeur d'administration centrale, et qui doit connaître aussi, être sensibilisé au sujet. Donc ça fait différents acteurs à mobiliser et à bien cibler. Et ça, c'est essentiel. Et n'oublions pas une chose, il y a l'exécutif d'un côté, les forces entre guillemets gouvernementales, mais il y a le législatif de l'autre, le Parlement, divisé en deux chambres, Sénat et Assemblée nationale, où aussi là, ils ont des compétences différentes. Je vous prends un exemple. Le Sénat, si vous avez un texte demain qui concerne les collectivités, le texte commence au Sénat. D'accord ? C'est comme ça qu'aujourd'hui est établi constitutionnellement une des compétences du Sénat. Donc il y a aussi cet enjeu-là à avoir en tête, c'est-à-dire qu'on a plusieurs canaux parfois par lesquels on doit sensibiliser. Certaines fois l'ensemble, certaines fois tout simplement dans un ordre distinct en hiérarchisant les priorités. Ok, super. Et donc ça fait beaucoup de choses et justement en fait par priorité, toi comment est-ce que tu t'y prends? Donc tu as accompagné plusieurs entreprises dans leur stratégie politique. Et par où est-ce qu'on commence? Par où est-ce qu'on commence? Déjà, c'est de connaître par rapport à votre business plan quelles sont vos urgences pour essayer de développer votre activité. Et ensuite, à partir de ce moment-là, une hiérarchise. Donc parfois, ça peut être tout simplement en s'adressant directement
à certains acteurs qui nous paraissent être des acteurs qui vont être demain des référents pour votre activité et essayer de faire en sorte que votre solution se développe le plus vite possible pour avoir du rétex et dans ce cadre-là, communiquer ensuite sur le rétex. Et parfois, ça va être une stratégie inversée où là, on va essayer de s'adresser tout de suite à l'opinion publique de manière générale, élus compris, en faisant des plans de communication presse et médias. Et parfois, ça va être d'essayer de faire en sorte que les deux se complètent. Je vous prends un exemple concret. On a, nous, dans nos clients, Coloris, qui est aussi à Gouvernail, qui s'occupe de monter des modules dans les collectivités, sur le temps périscolaire ou dans les centres d'accueil de loisirs, pour former les élèves au numérique sans écran. D'accord ? Aujourd'hui, on a commencé à délayer le sujet. Il y a 8 dispositifs dans ce pays, entre les rectorats, les académies, les ministères et les collectivités, qui concernent l'activité potentielle de Coloris par rapport au niveau de déploiement du numérique dans les écoles. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ? D'un côté, on a fait en sorte que les collectivités avec lesquelles moi je travaille soient tout de suite sensibilisées au sujet pour éventuellement intégrer la solution. Mais en parallèle, on essaye de faire du mailing massif auprès des acteurs avec des plans de communication, parce que là, potentiellement, son activité concerne les 36 000 communes, pour que les uns et les autres soient sensibilisés. Et en fait, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à quelque chose qui est hyper important. En fait, on parle beaucoup de sensibilisation d'opinion, on parle d'articles, on parle aussi de presse. Et en fait, vous m'aviez dit que la stratégie d'influence politique, c'était très très proche de la stratégie de relations, enfin RP, relations publiques, relations presse, en fait, finalement. Et du coup, toi, comment est-ce que tu as réussi, comment tu as articulé ça ? Parce que je sais qu'avec Roomba et maintenant... comment tu dis ? Public Studio, yes. Vous avez toujours eu en fait une belle couverture média. Vous avez fait beaucoup d'efforts relations presse. Ça se combine les deux ? Tout à fait. Alors forcément, quand on a une stratégie politique, il est vrai que d'avoir eu des beaux articles et de faire un peu de télé, forcément, on est reçu un peu plus vite. Parce que derrière, encore une fois, quand vous êtes sur une stratégie politique, vous parlez à des personnes qui ont des besoins de notoriété, qui ont besoin de pousser des sujets et qui veulent marquer les esprits parce qu'ils sont là pour 5 ans ou autre. Et donc, forcément, j'ai tout de suite compris qu'il fallait lier une stratégie de médias à sa stratégie politique. Et moi, bien souvent, j'ai été reçue parce que... encore, on était vendredi à Bercy pour pousser des sujets. La première chose que me dit la conseillère, c'est « Ah, je vous ai vu sur BFM ». Forcément, on commence une discussion qui va être beaucoup plus apaisée. Et en fait, on n'a même presque pas forcément besoin de se présenter. Et en fait, on va aller à l'essentiel. Et ce qui est important vraiment, c'est de se dire il faut utiliser les médias déjà pour être connu, etc. Mais après, il faut prendre le contenu et vraiment se dire comment je vais m'en servir pour que ça m'ouvre des portes. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça permet aussi déjà de montrer qu'on est légitime, etc. Et ça permet aussi de donner envie de nous recevoir. Et ça permet également à la personne en face de se dire « Ah oui, elle est sur tel sujet, donc ça veut dire qu'elle a déjà telle porte ouverte, telle vitrine. » Et donc, nous, par rapport à notre agenda politique, on a besoin de s'insérer. Et évidemment, on a besoin de porte-parole ou on a besoin de gens qui ont déjà un peu montré la voie et que, du coup, ça nous intéresse de discuter avec cette personne parce qu'elle s'y connaît sur ces sujets-là. Et peut-être qu'après, on signera une tribune ensemble. On fera la photo qui va bien aussi sur LinkedIn parce que c'est important. Et du coup, on montrera aux gens que cette entrepreneuse qui est très au fait de ces sujets et qui a à cœur de pousser... on reprend, par exemple, tu nous parlais de l'énergie, etc. C'est des causes, on est tous de plus en plus engagés. Ils ont besoin de gens aussi engagés. Et donc, forcément, de faire la photo avec toi, de la mettre sur LinkedIn, ça sert tout le monde. Donc, il faut bien avoir conscience de ça. C'est que, évidemment, quand vous avez une stratégie politique, vous avez besoin d'eux pour avancer, mais ils ont aussi beaucoup besoin de vous. Parce que dans l'agenda, forcément, les personnes qui sont du coup plutôt parti politique, pas forcément parti administratif, ont besoin de montrer qu'ils font des choses, qu'ils sont au contact des gens et que vous restez des usagers et aussi des électeurs. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience et il faut le mettre en avant. C'est une relation du coup finalement d'élu à électeur, c'est une relation de collectivité à membre de la collectivité, exactement. Mais c'est aussi une relation d'humain à humain finalement.
Et donc, je sais que par exemple, toi, dans la façon que tu as de faire du business, etc., tu places l'humain à un endroit hyper important. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu une histoire comme ça de relation qui a pu se créer sur le temps avec ces personnes-là? Bah, j'en ai plusieurs. Je pense que celle que je vais prendre, parce que du coup c'est le plus connu, c'est Cédric O. Où moi je suis arrivée à Paris, je connaissais personne, etc. Et en fait j'ai fait un programme qui s'appelle French Tech Tremplin pour aider toutes les personnes, du coup, on va dire, issues de la diversité, etc., à entreprendre. Et il s'avère que j'ai fait partie de la première promotion. Étant donné que ce programme faisait partie de mes valeurs, en fait, naturellement, j'ai commencé à prendre la parole en disant que c'était important et qu'il fallait se saisir de ces sujets-là. Et évidemment que, au final, j'ai été reçue sans forcément le vouloir ou sans chercher à l'être. En fait, c'est juste que moi, je parlais avec mes valeurs. Et c'est pour ça, à aucun moment, j'ai essayé d'avoir un discours, on va dire, préconçu ou de façon à ce qu'on me reçoive. J'ai vraiment parlé avec sincérité, avec mes valeurs, de dire c'est important qu'il y ait actuellement dans l'écosystème beaucoup plus d'ouverture et plus de personnes qui ressemble à la société vu qu'elle est plurielle. Et du coup, de là, forcément, ça attire. Donc, j'ai pu rencontrer Cédric O qui a demandé à me recevoir. Et puis de là, on a noué une belle relation parce que on était d'accord sur les valeurs, etc. Il s'est avéré que dès qu'il y avait quelqu'un à mettre en avant, il a fait des posts sur moi sur LinkedIn. Donc, derrière, il y a des gens qui m'ont contacté en disant « Ah, Cédric O a fait un post sur vous. » Donc, voilà, ça apporte une forme de légitimité. Et après, on a continué Il m'a demandé mon avis sur des choses, sur la construction du programme, sur... Voilà. Et franchement, oui, on a créé une belle relation. Et quand il est parti, j'ai dû faire le débrief du coup de son mandat sur BFM. Forcément, il était quand même positif parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il était vraiment ravi et on a vraiment créé une belle relation. Évidemment, en étant chacun à sa place et dans deux côtés différents. Mais du coup, c'est vrai que c'est une personne que j'ai été amenée à connaître au-delà de l'image qu'il avait. Et on a vraiment fait des choses. Et mon avis comptait vraiment. C'est déjà arrivé que du coup on fasse un call et qu'il me demande qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour qu'il y ait plus de femmes dans l'écosystème, etc. Et il écoutait vraiment ce que j'avais à dire. Du coup, je pouvais me permettre aussi de lui dire ce qui n'allait pas. Et ça, c'est cool. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les sujets aussi. C'est super parce qu'en fait, du coup, la légitimité, en fait, ce que tu viens de dire, le fait de pouvoir dire ce qui ne va pas, en fait, c'est peut-être un pouvoir d'action en fait, qui est encore plus fort. Exactement. Et je trouve que le message que tu es en train d'envoyer est hyper intéressant. C'est que ça, en fait, c'est possible s'il y a de l'authenticité et en fait, s'il y a un travail sur les valeurs. Exactement. Et en fait, j'ai envie de te poser la question à toi aussi, Baptiste, sur les valeurs, justement. Donc, en fait, finalement, quand tu portes les valeurs de ta boîte, tu portes aussi tes valeurs à toi, cofondateur. Et en fait, tu réponds à la question pourquoi est-ce que j'ai lancé ma boîte, pourquoi est-ce que ma boîte est dans la société. Si je lance ma boîte, c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose dans le monde aujourd'hui qui n'existe pas et que je revendique. Donc en fait, on revendique tous un petit peu quelque chose lorsqu'on a créé une boîte. Sur le sujet des valeurs, nous, par exemple, à Virtus Influence, il y a des clients qu'on refuse de prendre si jamais il y a une divergence de point de vue par rapport à ce que eux prônent ou portent. Ça, c'est le premier sujet. Pour prendre le sujet inverse de Justine, pas inverse, mais plutôt complémentaire et en parallèle, parce que moi, je viens plutôt de la politique et des affaires publiques, donc des ministres, je les ai côtoyés autres, mais par rapport aux entrepreneurs et aux clients, il y a des fois aussi où on prend notre risque, nous, en faisant de l'accompagnement éventuellement pro bono. À titre d'exemple, on a cru énormément, et on croit encore énormément, en un institut de sondage qui s'est fondé juste avant les présidentielles et législatives qui s'appelle Cluster 17, qui a eu maille à partir avec la commission des sondages, avec des gros enjeux, entre guillemets, légaux, enfin plutôt normatifs. Et à ce moment-là, parce qu'on croyait à la complémentarité potentielle entre eux, leur activité, et la nôtre à terme, on n'a pas compté nos heures et on a travaillé maintenant 8 mois quasiment pro bono. Alors à la fin, on a quand même scellé un partenariat contractuel. Néanmoins, pendant 8 mois, il y a eu de nombreux soirs qui ont été occupés par notre cabinet à faire en sorte qu'on redresse leur image, s'adresser justement aux beaux acteurs publics et médiatiques. Et on l'a fait parce que justement, on croyait à leur innovation, à leurs solutions, et aussi parce que le rapport humain nous permettait à un moment donné de travailler en bonne intelligence. Et ça, c'est essentiel. Ça, c'est vraiment essentiel.
Intéressant. Et j'ai une... Ouais, vas-y. Ça permet aussi de cibler les gens plus rapidement et de ne pas perdre du temps. Moi, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que quand on est un entrepreneur, son temps, il est précieux et qu'en fait, on peut pas passer notre temps à être dans des cabinets, etc., avec des gens qui perdent du temps. Et du coup, d'avoir des gens qui partagent les valeurs ou qui ont vraiment envie d'écouter ce que vous avez à dire, bah, en fait, ça fait gagner du temps. On n'a pas à passer par 4-5 personnes. Il faut aller droit au but et trouver la personne qui a envie de nous écouter. Et au-delà de ça, au-delà de nous écouter, qui est prêt à prendre le sujet et à nous tendre la main et à dire viens, on y va et on prend le truc et on va faire des trucs ensemble, quoi. Parce que vraiment, on ne peut pas se permettre de perdre du temps non plus. Et le but, c'est que cette stratégie politique dont on parle, elle soit au service du développement de votre entreprise, et que c'est clair que de faire ça juste pour avoir de la notoriété ou avoir la photo sur LinkedIn, etc., mais s'il n'y a rien derrière, en fait, il n'y a pas d'impact et du coup, ça... Voilà, c'est pas top, et en plus on n'attirera pas le type de personnes dont on a besoin. Ok. Donc, c'est à garder en tête. Hyper intéressant, merci. Je vois qu'il y a eu pas mal de hochements de tête dans la salle aussi, de personnes qui se disent bah oui, en effet, on n'a pas envie de perdre d'autre temps. Donc comme quoi c'est intéressant pour vous. J'ai une remarque en ligne, et je vous invite aussi dans la salle à pas hésiter, si jamais vous voulez intervenir, vous faites juste un petit signe de la main et je vous donne la parole. Il y a quelqu'un, donc Benoît, qui nous dit qu'il n'a pas encore de stratégie communication politique, mais qu'il sait qu'il va falloir mettre en place cela dès que possible. Quand est-ce qu'on commence ? On commence au tout début. Est-ce que c'est trop tard si j'ai déjà 5 employés et que je me suis pas encore posé la question ? Comment, enfin, Non, en termes de timing, comment je m'en sors ? Il y a différents sujets. Soit en effet, c'est pour ça que nous on a essayé, on fait aussi des relations presse, mais on essaye toujours d'établir une stratégie coproduisant avec l'entrepreneur en fonction, encore une fois, du besoin. Je prends juste là la partie relations presse et communication. La presse, c'est utile, en effet, comme le disait Justine, pour s'institutionnaliser, se légitimiser, créer un dossier de presse, ce qui vous permet aussi d'alimenter votre communauté, ce qui vous permet éventuellement d'alimenter vos investisseurs. Et puis, ça facilite la pédagogie auprès des cibles que vous souhaitez toucher et impacter. Néanmoins, on ne fait pas de la presse pour faire de la presse. On fait de la presse parfois, si jamais on est vraiment sur un sujet où on est les seuls dans un premier temps. Je vous donne un exemple, pour préempter le sujet. Quand je dis préempter, c'est cela qu'apparaît et être identifié avant vos éventuels concurrents. Mais quand on va faire de la presse, que ce soit de la presse nationale ou de la presse quotidienne régionale, hashtag PQR, il faut y aller avec un message. On n'y va pas pour se faire plaisir ou pour faire, comme le disait Justine, un post Facebook ou un post LinkedIn. On y va pour faire passer un message à chaque fois. C'est comme le principe du call to action. C'est-à-dire qu'on y va à la création de l'entreprise, on y va s'il y a une nouvelle offre, on y va s'il y a une annonce à faire, parce que sinon, en fait, on dilue son message. Par ailleurs, c'est assez chronophage, les passages télé, parce que ça demande de la préparation. Il y a des gens qui sont un peu traqueux. Parfois, ça leur flingue leur demi-journée, leur journée entière, parce qu'ils se concentrent sur le sujet juste pour 10 minutes de passage. Bref, ça nécessite du temps, parfois de l'argent aussi s'il faut se déplacer pour le faire, parce que c'est aux frais de la boîte, parce que vous n'êtes pas invité par BFM Business, qu'on se dise les choses. Enfin, invité, tout frais compris. Et dans ce cadre-là, il faut bien y réfléchir. Et y réfléchir en étant coordonné avec sa stratégie business. En ce moment, je pense que vous en avez tous entendu parler, à l'Assemblée nationale est en examen le projet de loi de finances, qui potentiellement concerne quasiment toutes vos sociétés, pour une raison qui est simple, c'est que ça a trait au budget de l'État et donc notamment à sa fiscalité. Dans ce cadre-là, en effet, s'il y a un sujet, alors dans ce cas-là, il faut mieux s'adresser à des fédérations de défense de groupes d'intérêt, mais il faut les faire remonter au plus vite pour essayer d'alimenter le débat public. Par ailleurs, ça peut ne pas être vous directement. Vous avez une problématique, vous la faites remonter à votre fédération, ou parfois tout simplement en sensibilisant directement les parlementaires ou les ministères concernés, en faisant un mail, tout simplement, d'alerte. Voilà. Ah, donc en fait, la stratégie politique, c'est pas seulement sectoriel, c'est en Non. fait... Ouais. Non, et ça peut être aussi tout simplement une tribune dans la presse sur un sujet précis, à un instant T, ce qui n'expose pas trop votre boîte, mais ce qui expose plutôt votre secteur à une disposition légale ou réglementaire qui pourrait être prise et impacter votre secteur. Ok, intéressant. Moi, je suis d'accord, et c'est pareil, il ne faut pas être reçu pour être reçu. Il faut être reçu en disant j'ai un objectif, je veux ça, je veux ressortir du rendez-vous en ayant ça. Et en fait, c'est comme on ne fait pas de la presse pour faire de la presse. Parce qu'évidemment, ils ne vont pas vous recevoir, quoi. Ok, c'est clair pour vous.
Est-ce que, du coup, vous y voyez plus... Est-ce que c'est clair pour Benoît? Oui, juste, je voulais rajouter, c'est que c'est important de coupler avec des actions, de se faire accompagner, mais il faut aussi se former. Parce que les gens à qui vous allez parler en face, ils vont tout de suite voir aussi si vous maîtrisez vos sujets et si vous savez pourquoi vous êtes là, etc. Et si vous connaissez un peu les process, etc., comment ça marche. Et voilà. Parce que le but, c'est que quand on vous donne votre chance et qu'on vous reçoit, il ne faut pas se discréditer en 10 minutes en sachant pas ce que c'est un député ou autre. Il faut vraiment... être un peu au fait, après, pas à pas, mais de toute façon, c'est hyper intéressant, mais c'est clair qu'il faut se former. Il faut savoir à qui vous avez affaire, trouver le bon contact, ce poste-là, à quoi il correspond, etc. Enfin, voilà, moi, en tout cas, par exemple, à chaque fois que j'ai des rendez-vous, je me fais des fiches en amont pour connaître un peu le passé de la personne, trouver aussi les points d'accroche des valeurs qu'on peut avoir en commun ou des parcours partagés, etc. pour vraiment savoir qui j'ai en face de moi et que la personne se dit j'ai pas perdu mon temps à recevoir quelqu'un qui voulait juste être reçu. C'est important. Donc il faut être aussi bien préparé et se former un petit peu. Ouais. Et avant du coup de décrocher le rendez-vous, avant de faire ces fiches-là, c'est bien se poser la question de quels sont mes objectifs business et ensuite je considère le volant politique dans les moyens qui vont me permettre d'arriver à cet objectif business. Ceci étant, moi je me souviens que tu m'avais dit que il faut faire attention, le sujet politique, c'est pas immédiat, le bénéfice. C'est-à-dire, par exemple, si je dis, hop, mon objectif, c'est... ceci est mon objectif, donc j'ai envie d'être dans toutes les maisons de France. Du coup, pour ça, j'ai besoin que tel acteur politique, tel acteur politique, tel acteur politique fasse passer des législations. Ça se fait pas du jour au lendemain, j'imagine. Et tu disais, c'est pas un retour ROI business immédiat. Enfin, vous ne verrez pas dans les comptes, quoi. Alors, déjà, j'ai 2 choses à dire. C'est que... il s'avère qu'être reçu, c'est pas si difficile que ça, parce qu'en vrai, si on fait un bon mail, on peut être reçu. Après, bon, évidemment, les gens sont occupés, etc. Ça peut être dans 1 mois, 2 mois ou autre. Et il faut aussi se dire que parfois, on rentre par une porte. C'est pas le contact direct qu'on veut, mais si cette personne est prête à vous aider, après, elle parlera de vous et donc vous serez reçu. Moi, si je prends le premier rendez-vous que j'ai eu dans un ministère en 2019, c'était par Déborah Deliem, qui du coup travaillait avec Brune Poisson à ce moment-là. C'est vrai que moi, le ministère de la Transition écologique, c'était pas forcément ma cible, mais par contre, Déborah, elle avait envie de me donner ma chance et du coup, elle m'a reçue, on a parlé de mon projet, mais il s'avère qu'après, elle a envoyé mon projet à tous les chefs de cabinet de tous les ministères et après, j'ai été reçue. Donc le but, c'est aussi de se dire qui partage mes valeurs et qui est prêt aussi à me tendre la main pour que derrière, je puisse... du coup, moi, mon but, c'était d'être reçue par le ministère de la Cohésion des Territoires. Et du coup, ça a été le cas, mais parce que j'ai été un peu, pas cooptée, mais du moins, quelqu'un a dit, cette personne, tu peux la recevoir, et du coup, ça vaut le coup. Donc, il y a un premier point qui est le contact, même s'il n'est pas direct, s'il veut s'engager, c'est important. Le second point, c'est aussi se dire qu'en tant qu'entrepreneur, nous, on a une vision de se dire... il faut que tous les mois je ramène de l'argent, il faut que je puisse payer les gens, etc. Donc on a une notion d'immédiateté qui n'est pas le cas en politique. Il faut vraiment en avoir conscience. Et donc quand quelqu'un vous reçoit, va pas forcément y avoir quelque chose tout de suite, mais ce qui compte, c'est le fait que vous soyez reçu et que vous allez commencer à créer une relation. Et ça, c'est très important. Parce que des gens qui viennent et qui demandent des choses, il y en a beaucoup. Par contre, des gens qui créent des relations et qui sont dans une notion de partage, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, il faut aussi vous dire que il ne faut pas y aller comme vous entrez dans un saloon en poussant la porte en disant « Ok, moi, je veux que tu me prennes pour 100 000 euros de produits, etc. » Parce qu'en fait, ce ne sera pas le cas. Il faut garder en tête que si on parle... de l'exécutif, leur but n'est pas d'avantager des entreprises. Ils sont censés traiter tout le monde de la même façon. Donc à aucun moment, il y a quelqu'un qui va dire ok, je m'engage pour telle entreprise et je vais parler d'elle partout et je vais faire des photos avec, parce qu'en fait, ça choquerait déjà tout le monde et c'est pas le principe démocratique. Donc dites-vous que ils vont vous aider à leur échelle si le message que vous avez à faire passer est pertinent et en lien avec leur roadmap politique, etc. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que ça va être de l'indirect, parce qu'encore une fois, les politiques peuvent ouvrir la voie ou vous y allez, à mon sens, mais tu me diras si tu es d'accord, pour plutôt chercher des contacts. Vous êtes reçu, vous voulez faire parler de votre sujet. Le but, c'est à la fin de dire, très bien, quelle personne je peux contacter de votre part qui, lui, pourra devenir mon client ou autre. Je donne un exemple. Quand j'ai été reçue à ce fameux ministère de la Cohésion des Territoires, j'ai été reçue par le CAB. Évidemment qu'ils n'allaient pas me passer commande, parce qu'en fait, ça ne se fait pas. Il y a des règles, il y a la commande publique et tout. Par contre, à la fin, j'ai demandé, est-ce que vous connaissez des maires
parce que vu que la personne était aussi élue, est-ce que vous connaissez des maires à qui vous pourrez me recommander et qui, eux, seraient intéressés? Et bien là, la personne m'a ouvert son carnet d'adresses. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut travailler la relation et ne pas se dire que vous allez être reçu et que c'est de l'argent qui va tomber tout de suite sur votre compte, parce que évidemment qu'ils ne le feront jamais. Par contre, ils ont des leviers qui font qu'ils peuvent trouver les personnes opérationnelles ou les personnes en capacité d'acheter votre service ou votre solution. Mais tu me dis, tu peux compléter si tu es... Oui, totalement. Non, c'est plus en complément. Il y a aussi, pour vous, parfois, un besoin ponctuel, qui est un gain de temps et un gain d'argent. Qu'il s'agisse de Virtus ou d'autres, nous, on a la maîtrise, entre guillemets, des fichiers qui concernent parfois votre business, si jamais celui-ci est orienté collectivité. Je prends un exemple concret. Vous pouvez prendre à un moment donné un cabinet de conseil d'accompagnement en influence, non pas pour 1 an ou 2 ans, mais pour 3 mois, parce que vous avez une stratégie de notoriété à établir auprès des collectivités. Auquel cas, c'est quoi? On cible avec vous les acteurs concernés, administration et ou politique et ou parfois les deux. Ce que je vous disais tout à l'heure, on fait ensemble un mailing massif. Ensuite, le mailing massif, il part de votre CRM. On regarde le taux d'ouverture. En fonction du taux d'ouverture, ensuite, et en fonction de votre activité, on décroche le téléphone et on regarde en tapant qui a ouvert ou qui a même répondu. On les ajoute sur LinkedIn, etc., etc. Ça, c'est du ponctuel. C'est 3 mois. Après, il y a la stratégie plus dense, plus impactante, où on part du début. Et pour moi, qui est souvent la nécessité pour celles et ceux qui sont déjà un peu matures, c'est de repartir de la raison d'être. Et ça, c'est extrêmement important de mon point de vue. C'est-à-dire que, comme le disait Justine tout à l'heure, on est dans des activités qui sont très chronophages. Vous avez un business à gérer et parfois, vous perdez un peu l'essentiel de votre activité de vue. Parce que gestion administrative, gestion RH, gestion financière, gestion BizDev et autres. Donc nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on repart de la raison d'être. C'est-à-dire qu'avec vous, on rétablit un peu quels sont les motifs de votre activité pour essayer de communiquer au mieux. Vous communiquez au mieux auprès des pouvoirs publics, mais comme des médias. Donc ça, c'est la brique de départ. Et à partir de cette raison d'être, on peut établir plusieurs verticales tactiques auprès justement des médias, presse nationale, PQR, auprès des pouvoirs publics, et parfois des pouvoirs publics, mais aussi de grands groupes. Ça peut être les deux. Je prends le sujet énergétique. Pour moi, aller taper à la porte d'Engie, d'Enedis ou autres, c'est aussi en fait des affaires publiques et quasiment de la politique. Parce que c'est des groupes où l'État, généralement, est actionnaire majoritaire, et s'il n'est pas majoritaire, en tout cas, est un des actionnaires principaux. Donc c'est pareil. Aujourd'hui, moi c'était mon premier client. On parle de Clamadieu, le président d'Engie. Clamadieu, il est en lien direct avec le ministre, parce que ces sujets sont des sujets d'ordre stratégique, mais aussi politique. Donc tout ça est un monde en fait qui n'est pas étanche, mais où parfois il faut adapter les langages en fonction de la cible. Ok. Hyper intéressant. Et il y a un des éléments dont tu as parlé, tu as dit par exemple, il y a ces emails qu'on envoie. Je trouve ça important qu'on s'arrête un petit peu là-dessus parce que c'est le premier contact. Et là aussi, on s'adresse à plein d'entrepreneurs qui vont peut-être pas forcément en fait, prendre un cabinet d'influence politique de suite. Quels sont les critères d'un bon mail? C'est une question d'Elisabeth en ligne. Comment on fait un bon mail? L'objet. L'objet, ok. L'objet, parce qu'aujourd'hui, on est noyé sous les mails. Donc, il faut qu'il soit accrocheur, vendeur. C'est quoi un bon objet? Tu as des exemples? Ça dépend du secteur. Bien sûr, ça dépend. Non, mais ça peut être... ça dépend pour qui on parle. Ça peut être sous le coup de la blague, ça peut être la punchline, ça peut être tout simplement montrer tout de suite qu'on va être dans une forme de présentation. Oui. Moi, le taux de clic le plus important que j'ai réussi à France Digital à l'époque, mais j'étais de l'autre côté, c'était une blague un peu déplacée, mais qui a créé un taux d'ouverture record. J'ai peur de poser la question. Il y avait c'était le France Digital Tour. Ils allaient en Rhône-Alpes. Donc 69 et on a fait l'objet, c'était le 69, c'est de la bombe bébé.
Voilà. Ça marche pas toujours comme ça. Hein. Non, ça marche pas comme ça. Non, mais c'est pour Attention aux conseils qui sont donnés. Non, mais là, je vous donne un exemple un peu comme... Là, on vous dirait- êtes Après, tu avais la notoriété derrière parce Voilà, que c'est France mais Digital. un peu putaclic. Après, moi, je pense que l'objet, il doit être court et il doit tout de suite signaler l'intérêt quand on s'adresse notamment là, pour le coup, aux décideurs publics. Après, franchement, il faut que ça soit 3 paragraphes. Il faut mieux renvoyer à des liens ou à des PJ pour celui qui ouvre et qu'il se dise, voilà, je plonge un peu plus dans le sujet et j'ai du lien et j'ai de la matière. Et forcément, vous avez tous appris ça en école de commerce, le call to action à la fin. Le call to action, il peut être à travers plusieurs propositions. Ça peut être la proposition d'un webinar pour présenter votre activité. Les webinars marchent assez bien en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Vraiment. Forcément, vous avez mis vos liens envers vos réseaux sociaux parce que ça peut générer du clic, et notamment LinkedIn. Et ça peut donner lieu aussi à un deuxième mail de temps en temps, précisé dans le premier mail, sur justement la prise de rendez-vous. Donc, un mail efficace, c'est un objet, c'est 3 paragraphes, et c'est un call to action, tout simplement. Mais après, le mail n'est pas forcément la solution adéquate. Là, on l'a vu avec Gouvernail. Alors, attention, je le dis en fonction de qui traite les choses pour vous, et ça a bien marché. On sait aujourd'hui que la majorité du gouvernement est sur Telegram, c'est leur messagerie directe, qu'ils sont assez réactifs. De temps en temps, si on estime que le sujet est légitime et d'importance, il ne faut pas hésiter à les solliciter en direct. C'est mieux d'être baqué là-dessus. Mais là, il y a des gens à Gouvernail, je parle sous le contrôle de Justine et d'Arthur, qui étaient assez surpris que solliciter un ministre aujourd'hui en direct donne lieu à réponse et ensuite à prise de rendez-vous. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je suis dans ce secteur. Avant, les choses étaient beaucoup plus étanches et nécessitaient qu'on suive les circuits de décision beaucoup plus classiques. Et d'ailleurs, même les membres de cabinet détestaient que leur ministre leur dise prenez un rendez-vous avec un tel qui m'a contacté en direct. Parce qu'ils ont l'impression d'être bypassés, voire parasités. Néanmoins, ça peut fonctionner. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter de temps en temps à être dans des stratégies un peu plus agressives. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, ce qui marche le mieux, alors pour être un peu... le but, c'est d'être reçu. Donc, en effet, sur Telegram, il y en a beaucoup qui sont disponibles. Donc, moi, c'est déjà arrivé, j'ai fait une tribune dans les Échos, je l'ai envoyée. Évidemment, il faut mettre un peu les formes parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est un peu vieille école, donc on ne va pas se tutoyer comme dans l'écosystème startup, etc. Un message sur Telegram, ils répondent pas. Ils répondent, tant mieux, ils répondent pas, c'est pas mon problème. Mais après, mail au cabinet, demande de rendez-vous suite à mon échange avec le ministre. Et là, ça marche parce que du coup, il y a le mot ministre dedans. Donc, en général, ils ouvrent. Moi, la structure que je fais, c'est bonjour, voilà. Et en fait, 3 paragraphes, comme tu dis, je fais genre moi, donc qui je suis, vous, ce que vous faites, et du coup, nous, ce qu'on peut faire ensemble. Comme ça, c'est assez clair. Et puis, à la fin, moi, le petit truc qui marche bien, c'est encore une fois, pour revenir sur la partie RP, c'est que je mets, et si vous voulez en savoir plus, et je mets 3 passages télé ou 3 articles ou autres. Comme ça, s'ils veulent en savoir plus, ils cliquent. En général, on prend les plus beaux, on va prendre les Échos, BFM, un passage sur France 2. Voilà, comme ça, ils disent ok, on peut les recevoir. On sait ce qu'elle va nous demander, on sait qui elle est, on sait on a compris qu'elle savait qui on était. Et donc, cette structure marche assez bien. Ok, super, merci. Hyper concret comme... Le petit sujet, c'est plutôt de trouver les contacts. Nous, on a des numéros, donc sur Telegram, c'était plus simple. Après, en effet, le sujet, c'est plus trouver les contacts, quoi. Voilà. Mais vous pouvez toujours trouver quelqu'un. Il y a des mails qui sont publics, et après, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut avoir le mail, quoi. Voilà. Trop bien. Et donc, pas forcément écrire à un ministre directement, parce que du coup, c'est compliqué, mais plutôt écrire. Alors, le DIRCAB aussi, après, tu me dis si tu m'arrêtes, mais je trouve que DIRCAB, c'est compliqué aussi. Vaut mieux plutôt voir chef cab adjoint, chef cab, et puis dans tous les cas, après, ils mettent en relation avec le secrétariat. Si vous avez les secrétariats, en général, ça marche bien aussi. Il faut être pote avec toutes les secrétaires, elles sont très sympas en plus, en général. Super. Je veux peut-être rebondir là-dessus, mais en fait, j'ai une question de Dimitri. En fait, c'est génial, j'ai l'impression que vous lisez les questions. Alors, je sais très bien que vous ne les lisez pas, mais en fait...
pas mes lunettes. Non, pas de souci. Mais justement, mais c'est super parce que ça se. Moi, j'ai une question qui pose viser les ministères, n'est-ce pas trop loin des préoccupations de l'entreprise ou est-ce qu'on doit plutôt commencer par se concentrer sur les strates de mairie et remonter les strates à partir de là? Ça dépend vraiment du cœur d'activité. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Moi, je trouve que, après, tu me dis si tu es d'accord, mais moi, je trouve qu'il faut courir les deux stratégies. C'est être reçu par les mairies, comprendre les problématiques de terrain, être reçu en cabinet, remonter les problématiques qu'on a eues en mairie pour dire j'ai vu tel maire, etc. Donc ça montre aussi qu'on sait de quoi on parle. Et aussi après retourner voir les mairies en disant en effet j'ai discuté avec tel ministre parce que au-delà du fait que j'ai envie de vous vendre mon produit ou mon service, c'est quand même le but, et sachez que c'est des préoccupations qui me tiennent à cœur et donc j'ai aussi envie que ce sujet avance voilà, pour la France, etc. Mais moi je pense que ça dépend vraiment de l'activité. Oui, c'est-à-dire quels sont les différents cas et les différentes actions qui sont liées. Exactement. Oui, donc, mais est-ce que tu peux donner quelques exemples du coup? Dans quel cas ça vaut le coup de passer direct par le ministre? Dans quel cas ça vaut le coup de passer direct par la mairie? Non mais on passe directement par le ministre si on a un enjeu qui dépasse quasiment sa boîte et qui correspond potentiellement à son secteur d'activité de manière générale. Ok. Voilà. Je prends Roomba, on va avoir des sujets, encore une fois, parfois tout simplement fiscaux, de règlements, de prestations, et auquel cas il faut aller solliciter le ministère en charge et compétent, parce que les collectivités ont un problème pour signer avec la boîte. Okay. Mais si on est dans une stratégie de BizDev pure et qu'on doit signer de la collectivité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que parfois ça peut être le département qui est en charge ou la région, on cible directement en priorité les collectivités. Ça peut être aussi, je reprends l'exemple de Coloris sur les activités éducatives, là les rectorats, les académies et tous les dispositifs qui existent. Après que le ministère soit au courant que ce dispositif Coloris existe, c'est aussi utile. Mais ça se fera en temps et en heure et c'est pas la priorité. Le sujet, c'est de bien hiérarchiser. Quand on fait un plan d'influence, que ce soit médias, affaires publiques, il faut hiérarchiser. C'est-à-dire, on a 6 mois, 9 mois, on fait la roadmap ensemble et ensuite on déroule par étapes en essayant aussi de toujours avoir en tête, dans un monde en crise, l'aléa extérieur. Je ne vous cache pas que l'aléa extérieur en ce moment, ça n'en est pas un, c'en est plusieurs. Quand on a une situation comme celle des pénuries qui ont eu lieu ces derniers jours, si ça durait 1 mois, on sait à partir de ce moment-là que aussi bien les exécutifs dans les collectivités que certains ministères vont être totalement mobilisés sur la résolution de ce sujet. Parce que là, ça impacte toute la chaîne du pays. Donc il y a ça aussi. Et à ce moment-là, il faut faire le dos rond et on se réoriente. Donc dans ce cas-là, à ce moment-là, ça peut être justement de se dire, finalement, on pivote sur la stratégie média parce que la stratégie affaires publiques, là, elle patine étant donné que les circonstances ne sont pas bonnes pour aller sensibiliser les uns et les autres. Donc il faut faire aussi preuve d'agilité, comme dans vos business. Moi, je fais preuve d'agilité dans le mien et toujours trouver une solution pour essayer de rebondir en fonction des aléas et des événements extérieurs. Ok, trop bien. Non, mais voilà, mais c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est que c'est différent. Ouais, et qu'on peut courir en fait plusieurs stratégies en fonction de... Voilà. Très bien. Moi, j'ai envie de vous poser une question parce qu'il va nous rester 10 minutes, donc il va falloir qu'on prenne les dernières questions. Vraiment, ça, n'hésitez pas, c'est le moment. En fait, quand on a lancé la communication autour de cet événement, on a eu une question que j'ai trouvée particulièrement intéressante, qui a dit « Curieux de voir, business et politique font rarement bon ménage ». Et donc, en fait, je pense que ce qui se cache derrière cette question, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on risque de faire dans nos relations publiques, dans nos relations politiques, qui peuvent mettre notre société à risque ou qui peuvent mettre d'autres choses à risque. Qu'est-ce que vous avez, en fait, on voit un petit peu maintenant ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Moi, ça a été longtemps une question chez moi, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis très engagée sur les sujets de diversité. À un moment donné, mes clients, c'est les maires. Et aujourd'hui, on est là pour tous dire, est-ce que je signe des clients du Rassemblement national ? Ça a été une question. Et quelles sont les conséquences derrière pour moi si je refuse de vendre à ces clients-là ? Est-ce que derrière, je vais avoir un bad buzz ? Est-ce qu'il peut y avoir une récupération, etc. Donc, c'est très compliqué. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que même si nos valeurs sont dans nos boîtes et on est là pour créer de l'impact, etc.,
il faut dissocier de la personne que vous êtes de votre entreprise. Votre entreprise, elle est là pour faire du business, etc. C'est à vous aussi de fixer les limites, de se dire cette personne, je veux lui parler, cette personne, non. Mais dans ce cas, il faut assumer ses choix. Parce que moi, le sujet, c'était que je me disais, je ne vais pas leur vendre, mais je ne vais pas trop dire aux gens que je ne leur vends pas, parce que comme ça, je suis dans mes valeurs, mais pas trop. Donc, si vous prenez des décisions, vous les faites à fond. Et il ne faut pas en avoir honte, parce que si vous faites un plateau, on peut vous poser les questions. Et après, il faut en effet dissocier l'entrepreneur que vous êtes, qui potentiellement sera amené à créer d'autres boîtes, etc., par rapport à vos valeurs, et la boîte, et ce qui est bon pour la boîte. Et donc moi, c'est vrai que ça a été des questions qui ont été des vrais sujets. À un moment donné, je me suis dit, non, je me positionne. J'ai envie, je suis quelqu'un qui a envie de créer de la valeur, qui a envie de créer de l'impact. J'ai envie de me regarder dans le miroir. Et du coup, je prends la décision. Mais par contre, si je prends la décision, elle est à 100%, elle est assumée et elle est dite. Ok. Voilà. Donc ça, c'était un premier sujet. Et moi, je pense que politique et business font bon ménage, dans le sens où de toute façon c'est nous qui créons de la croissance aussi, c'est les entreprises, et donc évidemment que toute personne politique est sensible à ça, parce que on fait aussi tourner la France. C'est juste qu'il faut le tourner de la bonne façon. Évidemment, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas la même temporalité aussi, c'est important de le dire, mais en tout cas pour moi ça n'a pas été un frein à partir du moment où on sait de quelle façon l'amener, et qu'on sait, et ça c'est vraiment un sujet que j'ai vu chez plein d'entrepreneurs, parce que j'essaye aussi d'aider à l'incubateur, s'il y a une question, etc., j'y réponds sur Slack et tout. En fait, j'ai des gens qui arrivent en me disant j'ai un rendez-vous, je suis trop content, je veux lui vendre max de trucs et tout, comment je fais ? En fait, non. Dans ces cas-là précis, en effet, ça marche pas. Donc, faut pas arriver avec ses gros sabots en disant l'État qui va tout faire pour moi, etc. Comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas. Donc, à mon sens, ça fonctionne si on le fait de la bonne façon. Ok, très bien. Merci pour ce retour. Moi, c'est plus une fois que vous serez des licornes. Je vous le souhaite. Simplement, il y a des règles de déontologie aujourd'hui qui sont importantes dans les affaires publiques, le lobbying, et qu'à un moment donné, vous êtes forcément, une fois, je parle des gros acteurs, des majors, vous êtes sur une frontière très fine qui concerne une forme de collusion. J'espère que personne ici n'a travaillé pour Doctolib, mais à partir du moment où on est concerné directement par des enjeux stratégiques nationaux, forcément parfois les choses sont un peu complexes entre cynisme, développement économique et intérêt général. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on a un peu de retard par rapport à nos voisins anglo-saxons sur certaines règles qui doivent respecter une étanchéité assez stricte pour éviter que les choses puissent se retourner contre votre business en fonction des acteurs que vous aurez mobilisés à ce moment-là. Donc ça, c'est un point d'alerte. Si jamais vous êtes confronté un jour, faites en sorte de suivre les règles de manière assez scrupuleuse. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé autour d'Airbnb, je dirais, il y a 3 mois. Et pour votre image de marque, c'est jamais positif à terme. À part quand vous êtes déjà en milliards de bénéfices comme Google, qui peut se permettre d'outrepasser certaines dispositions fiscales et autres. Donc il y a ce sujet-là. Après, moi, je pense que business et politique peuvent faire bon ménage, réellement, à partir du moment où les uns et les autres comprennent l'intérêt qu'ils ont à travailler ensemble. Et ça, c'est essentiel. Je pense que les politiques ont compris ces dernières années que les entrepreneurs n'étaient pas uniquement là, entre guillemets, pour faire du retour sur investissement et des marges conséquentes, et qu'ils essayaient, notamment dans le numérique, d'apporter des briques innovantes et qui améliorent le quotidien des Françaises et des Français. Et dans ce cadre-là, à partir du moment où on est dans une relation qui est apaisée et pédagogue de ce point de vue-là, les choses se passent bien. C'est une question d'acculturation. Il n'y a pas de monde étanche. Eux aussi, parfois, dans leur fonction privée, ont appel à des solutions qu'ils n'utiliseraient peut-être pas dans leur fonction publique, et parfois aussi les confronter à leur réalité. C'est essentiel pour se rappeler que simplement, voilà, hein, on est des êtres humains avec aussi nos défauts, et que on peut améliorer la société ensemble. Quelle belle phrase, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Dernière question, en fait, un petit peu pour résumer. On en a déjà un petit peu parlé au début, mais si vous deviez le dire en quelques mots, quelques phrases, il y a Luc qui nous demande, en fait, la question c'est
qu'est-ce que les hommes et les femmes politiques attendent en recevant des startups, quels sont leurs intérêts, quels bénéfices leur vendre, en quelques phrases. Si tu peux, c'est trop, c'est beaucoup. ça dépend trop, je suppose. Mais vas-y. J'avoue, je t'ai désigné. Mais... Ça complète un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a aussi souvent des élus et des responsables politiques qui cherchent à innover parce qu'ils souhaitent être réélus, mais ils souhaitent aussi tout simplement améliorer entre guillemets, la qualité de vie de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens. Et que dans ce cadre-là, cherchant à innover, ils s'intéressent un peu forcément à ce qui se passe dans le secteur du numérique. On va avoir, je pense, aussi un changement un peu d'état d'esprit dans les années qui viennent, tout simplement une question de pyramide des âges. À ce sujet-là, n'oubliez pas aussi, en fonction de la personne à qui vous adressez, qu'il faut être dans la vulgarisation de vos solutions. Réellement. J'ai vu certains de mes clients, de temps en temps, être un peu trop techniques. Vulgariser pour être audible, compréhensible et donner de la lisibilité. Donc pour en revenir et répondre à la question, ce qu'ils cherchent tout simplement, c'est souvent des solutions et parfois tout simplement un intérêt intellectuel. Ils ont besoin de s'alimenter pour savoir ce qu'il se passe et être encore à la page. Oui. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu veux compléter là-dessus ? Je suis totalement d'accord. Alors, il faut profiter parce qu'en fait, les startups ont un peu le vent en poupe. Et du coup, en effet, c'est un peu sympa de recevoir des startups. Donc, il faut en profiter à fond. Il faut vraiment être conscient de eux, ce que vous leur apportez. Il y a différentes choses. Si on parle à des personnes qui sont plutôt côté politique, faut leur dire déjà ce que vous allez faire sur leur territoire, au concret, votre solution, et au-delà de votre solution aussi, ce qui va être perçu, donc les bénéfices perçus par les usagers, mais par du coup les personnes au sein de la mairie. Donc voir que la personne, elle a envie de faire des choses bien, elle a envie de nouveautés, elle a envie de mettre en place des choses sur son territoire. Aussi vanter les sujets d'attractivité. Grâce à moi, peut-être qu'il y a plus de gens qui vont venir, qui vont déménager dans votre région, parce que ça, c'est un gros enjeu de l'attractivité. Et de toute façon, si on s'adresse à un maire, qu'on prend le sujet du maire, lui, vraiment, son enjeu, c'est la réélection. Donc, comment, grâce à votre solution, il va faire en sorte que les citoyens soient heureux et vont revoter pour lui. Évidemment, vous êtes une infime partie de plein de choses, mais ça, c'est quelque chose, clairement, quand on commence à jouer sur cet aspect de grâce à moi, vu que vous faites des trucs bien, les usagers vont être contents et donc potentiellement, ils vont voter pour vous. Ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas trop vous louper, quoi. Et juste pour rebondir par rapport à ce qu'on se disait sur l'intérêt qu'ont les maires aussi, pensez à territorialiser dans la mesure du possible votre storytelling. C'est important que ce soit votre parcours personnel, là où ça a été créé, éventuellement là où ça a été pensé. Et dans la manière dont ça a été pensé, je pense à Adapt ou à Street & Co, c'est pourquoi l'idée vous est venue, comment, et d'un point de vue matériel, comment elle peut se réaliser, tout simplement. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai vu trop de boîtes ces dernières années faire du greenwashing un peu facilement, gratuitement et autres. Mieux vaut territorialiser et dire pourquoi vous avez pensé cette solution, de manière très concrète. Voilà. Et ça, votre storytelling, tout simplement, sur cette base de départ, ça donne à l'autre, à l'interlocuteur que vous avez en face, que ce soit un maire, un journaliste, un particulier, un administratif, une capacité à se projeter dans votre solution. On reste sur l'authenticité finalement pour mieux connecter Oui. avec les personnes. Et c'est ça, parce qu'on parle beaucoup là du discours, de la façon de les approcher, etc. Il ne faut pas oublier la posture aussi. Parce que moi, j'ai vu beaucoup trop, même d'agences de presse ou autres, ou même de start-up, parce qu'on est à Paris et que, aller dans des territoires un peu avec la science infuse et en étant assez méprisant vis-à-vis de maires de communes de 5000 habitants, dans certains territoires. Et donc, vraiment, la clé aussi, ça va être de toujours se mettre à la hauteur de son interlocuteur, avoir beaucoup d'humilité, parce que même si vous arrivez avec une solution où vous disiez, je pense que je peux vraiment révolutionner ton territoire, ils ont du savoir-faire, ils ont des connaissances que vous n'avez pas, et donc, mais ça, c'est comme avec tout client, beaucoup d'humilité et de l'authenticité pour montrer que, en effet, le storytelling est très important.
pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai vraiment envie de bosser avec vous, etc. Et qu'est-ce que vraiment je peux vous apporter et avoir à cœur les intérêts de la personne que vous avez en face, parce que ça, ils sont très sensibles à ça. Et des gens, ils en reçoivent des tonnes, des mails, ils en reçoivent des tonnes, et ils voient évidemment des gens qui sont juste là pour leur vendre des trucs. Au bout d'un moment, ils ont l'habitude, ils savent. Donc démarquez-vous de cette façon-là et soyez vraiment authentique et humble, c'est important. Ok, hyper important. Merci Justine. Merci Baptiste pour tous vos enseignements. Merci au public, bien sûr, évidemment, d'être venu apporter vos questions et vos problématiques. Merci beaucoup aux personnes qui ont participé en ligne. Je regarde mon ordinateur, mais vous êtes là. Merci beaucoup aux personnes qui étaient en ligne et qui ont posé plein de questions. On espère qu'on a répondu à un maximum. Merci énormément à l'équipe d'HEC Records, donc Nathan, Paul, Gabre et Clémentine, qui ont permis cette magnifique image et cette magnifique retransmission. Donc merci à tous ceux qui rendent du coup les Doers to Doers possibles. Le prochain Doers to Doers, c'est mercredi, ce sera en ligne uniquement. Ça sera mercredi à 11h sur prioriser tes fonctionnalités pour devancer tes concurrents, avec Nicolas Adam, qui est le lead développeur de The Tribe et qui est juste un des meilleurs product managers qui existent. Donc, c'est bien la personne à écouter sur le sujet. J'ai une autre chose à vous proposer. Si vous avez envie de côtoyer des entrepreneuses et des entrepreneurs aussi brillants que Justine, des experts et des expertes aussi chevronnés que Baptiste, les candidatures pour l'incubateur HEC sont ouvertes jusqu'au 23 octobre. On va vous mettre le lien dans les commentaires et vous pouvez trouver le lien sur la page LinkedIn. De toute façon, si vous tapez appel à candidature incubateur HEC, vous allez trouver. Et j'ai hâte du coup de pouvoir lire vos dossiers et on va tous travailler ensemble pour essayer de vous trouver un maximum d'accompagnement pour votre projet. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des questions en plus, on y répondra. N'est-ce pas, Baptiste? Généralement. Ouais, on prendra les du premiers super. conseils, on les fait les premiers conseils, on les file gratuitement. C'est ça, sur le Slack de Station F, sur LinkedIn, n'hésitez pas. Ok, super. Merci à tous. Merci. Merci à vous.